Parfait, merci beaucoup Daniele. Bonjour à tout le monde. Je commence par remercier vraiment toute l'équipe iAct. J'ai appris que ce n'était pas iAct, je pense, mais iAct, pour d'une part m'avoir permis donc de participer au projet Dora, qui est le colloque conclusif demain, d'autre part pour participer à cette conférence-ci dans le cycle de conférences du Rift, et puis pour la générosité vraiment de l'accueil depuis l'arrivée ici à Genève il y a quelques jours. La conférence va donc porter sur la gouvernance de l'éducation par les données et puis les effets sur les formations des professionnels des services publics. Alors, j'espère ne pas être trop à côté du cycle de conférence. J'ai essayé vraiment de trouver les points de jonction là où il y en avait, mais ça prend quand même un petit cadrage de la présentation de départ, notamment pour pas que vous ayez des grandes attentes, pour pas que vous soyez déçus en tout cas. Le descriptif donc du cycle de conférence du Rift parle de différents niveaux, niveau micro, niveau macro, niveau méso. Bon, un premier point, c'est que je pense me situer au niveau davantage méso, où la participation est ici pensée comme un moyen de création de cohésion, mais aussi peut devenir un outil alibi dans une confusion des rôles et des responsabilités. Et c'est un peu cette ambivalence de la participation de certains professionnels que je vais essayer de discuter dans cette présentation-ci. Sous un angle toutefois qui est particulier, je pense, par rapport au terrain et au public habituel du Rift. Le premier, c'est que je me situe davantage sur un terrain scolaire, scolarité obligatoire principalement. Moins formation des adultes. Il y aura toutefois des parallèles à faire, je pense, en termes de gestion des établissements et des professionnels. Le deuxième point, c'est précisément celui-ci. Je me situe au niveau des professionnels en termes de public, donc on parle bien des gestionnaires scolaires ou des enseignants, pas tant des publics qui se forment, mais des professionnels qui interviennent dans la formation des publics, donc dans mon cas des élèves principalement du primaire et du secondaire. Et dans ce sens-là, ce que je regarde avec les données, c'est la régulation qu'elles permettent ou qu'elles transforment, la régulation des enseignants, donc professionnels de l'enseignement, notamment par les gestionnaires scolaires. C'est une tendance qui est en cours avec les données massives qu'on a maintenant et puis que j'essaye de creuser depuis quelques années dans le cadre des travaux de la chaire, et qui m'a amené donc à voir le rôle des données dans la régulation des professionnels de l'enseignement ou des acteurs scolaires même plus largement. J'espère quand même qu'il y aura des points de convergence, de divergence à faire avec les terrains, les publics, les dispositifs de formation qui sont traités dans le cadre du Rift habituellement. Le plan de la présentation est le suivant. D'abord, un aperçu historique qui sera bien sûr qu'un aperçu de la régulation des professionnels des services publics. Là, on sera plus à un niveau général, l'ensemble des services publics. Ensuite, quelques bases conceptuelles qui nous viennent principalement de sciences, technologies, société, où notamment je vais définir le concept d'infrastructure de données ou d'infrastructure de régulation. On ne parle pas d'infrastructure ici uniquement en termes techniques, on parle bien d'une infrastructure qui conjugue des dimensions techniques, sociales et politiques. Et puis ensuite, ça va me permettre de parler plus précisément des infrastructures de régulation qui contribuent à accompagner les professionnels. Là, je me focaliserai vraiment sur le cadre des enseignants et on verra qu'il y a deux types d'infrastructures de régulation qui sont dans la littérature. Une infrastructure de régulation par l'imputabilité qui est un peu dominante historiquement et puis une infrastructure de régulation par l'amélioration continue. Et puis, je vous proposerai une étude de cas très rapide. Elle est en cours, on est au début de l'analyse, donc je me suis permis d'aller chercher quelques verbatims pour illustrer ce que ça donne, ces infrastructures de régulation dans la pratique. Et ici, on sera en contexte québécois, au niveau d'une région scolaire qui utilise les données pour réguler finalement les pratiques enseignantes. Alors, au niveau historique, je commence aux années 1970 où il y a des critiques qui se sont accumulées à l'endroit des services publics. On leur reprochait notamment une lourdeur bureaucratique, une centralisation excessive, des investissements humains, matériels, financiers qui étaient importants, des résultats qui n'étaient pas toujours à la hauteur de ces investissements-là. Des difficultés persistantes également à endiguer certains défis. Alors en éducation, on parlait beaucoup d'inégalités scolaires, la piètre qualité des apprentissages qui avait tendance à stagner, qu'on n'arrivait pas à endiguer. Et puis, difficulté aussi à impulser des changements institutionnels. Dans le cadre de l'éducation, là encore, on parlait beaucoup d'innovation pédagogique, la difficulté à amener les enseignants à innover. C'est les critiques que je reprends ici, les critiques qui étaient véhiculées, disons.
Alors sur la base de ces critiques, il y a une double conclusion qui a émergé. D'une part, la nécessité de réformer les services publics, avec notamment des logiques d'efficacité, de performance qui ont commencé à s'installer et qui se sont depuis un peu durcies d'ailleurs. Et puis en même temps, une relative imperméabilité des services publics qui serait relativement hermétique au changement et aux politiques publiques en particulier. Donc une prise de conscience par les responsables politiques et administratifs que beaucoup de politiques, en éducation comme dans d'autres champs, échouent lorsqu'elles sont introduites dans le terrain. Et ça a amené toute la question de la gestion du changement institutionnel. Comment on amène les institutions à changer. Au départ, l'attention était beaucoup sur l'élaboration des politiques publiques, avec l'idée que quand une politique est bien pensée, elle se déroule bien. Et puis, à partir de là, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué que ça, quelle que soit la politique en tant que telle. La mise en œuvre de la politique devient un problème en soi. Alors, ça a amené de nouveaux questionnements autour de la traduction et de la transformation des politiques publiques, la légitimité des politiques publiques auprès des gens qui sont concernés, usagers, mais aussi prestataires de services, et puis les instrumentations des politiques publiques. Et c'est un peu en réponse à ce contexte-là, donc ces critiques, les nouveaux questionnements qui ont apparu, qu'à partir des années 70, pour l'Angleterre et les États-Unis, à partir de 90 à l'échelle internationale, il y a eu émergence d'un nouveau référentiel politique, la nouvelle gestion publique, on l'appelle des fois la nouvelle gouvernance aussi, qui est marquée par une logique néolibérale prédominante. Bezos, en 2005, nous dit que c'est un ensemble hétérogène d'axiomes tirés de théories économiques, de prescriptions issues des savoirs de management, des descriptions de pratiques empruntées par des réformes, etc., etc. Et cette logique néolibérale prédominante, elle peut être nuancée suivant les pays, en fait, par une logique davantage participative, partenariale. L'État est un partenaire associé à d'autres acteurs, et puis ensemble, ils essayent finalement de construire une mise en œuvre, enfin, les politiques et leur mise en œuvre. Et c'est parce que cette logique néolibérale prédominante peut être teintée à divers degrés par une logique davantage participative, partenariale, que la nouvelle gestion publique peut se décliner de manière très différente d'un pays à un autre. Il y a toute une hétérogénéité de ce référentiel politique-là. Alors, en termes de régulation des professionnels, la nouvelle gestion publique apporte deux modes de régulation principaux. D'une part, une régulation par le quasi-marché. Donc là, on est dans la réduction des coûts de fonctionnement des services publics par optimisation de leur structure, par exemple. On est aussi dans la mise en concurrence des différentes instances à l'intérieur d'un secteur public. Et puis, un mode de régulation par les résultats, où ici on dissocie les fonctions décisionnelles et exécutives qui étaient avant toutes portées et assumées par l'État. Cette fois-ci, on les répartit sur différents acteurs et à partir de là, les acteurs qui portent les fonctions exécutives, on est capable de les mettre en imputabilité. Je vais pouvoir y revenir par la suite, mais ce mode de régulation par les résultats tient vraiment autour de l'imputabilité des instances et des professionnels sur la base de leur performance. Et il est pensé comme ça. Et c'est notamment avec cette régulation des professionnels, une régulation post-bureaucratique, c'est comme ça que Marois la distingue, qu'on a une montée en importance des données quantitatives numériques, notamment pour les modes de régulation par les résultats et pour l'imputabilité, tout particulièrement, les données vont devenir centrales parce qu'il s'agit d'évaluer la performance des professionnels, mais à distance, finalement. Et donc, les données vont permettre cette évaluation-là à distance. Alors, la centralité des données quantitatives et numériques, elle a déjà bien été soulignée par OSGA pour le cas de l'éducation dès 2009. Elle nous dit finalement, toutes ces initiatives-là, toutes s'appuient sur des données, tout exige l'utilisation de données pour leur mise en œuvre au niveau des écoles et des autorités locales. Et c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à différentes expressions. Gouverner l'éducation par les nombres, par les données, ça a été initié par Grech et OSGA. Très proche d'ici, je pense. Felouzzi et Anart en ont parlé aussi. Gouvernance scolaire basée sur les données, gouvernance numérique de l'éducation, c'est toutes des expressions finalement qui visent à souligner l'importance des données quantitatives numériques dans la régulation, dans la gestion des systèmes scolaires et dans la régulation des professionnels. Alors, ça m'amène à poser quelques balises conceptuelles autour des données. L'arrière-plan théorique que je mobilise, c'est celui des études critiques des données, Critical Data Studies. C'est vraiment un petit champ d'études qui est en train d'émerger depuis le milieu des années 2010, donc c'est tout récent.
Et ce que font les études critiques des données, c'est qu'elles mobilisent les théories critiques et qu'elles les appliquent au cas des données. Et donc, elles partent du principe que les données sont produites socialement, politiquement, donc elles ne sont pas neutres, mais en même temps, elles produisent aussi du social et du politique. Elles véhiculent, elles produisent, elles façonnent, finalement. Donc, elles sont tout sauf neutres. Et dans ce sens-là, les études critiques des données ont tendance à penser que les données participent à des rapports de pouvoir et à se poser des questions comme quelles données sont produites et utilisées parmi toutes les données disponibles, par qui et à propos de qui ou de quoi, et puis pour quelle finalité. C'est autour de ces questions-là, généralement, que les études critiques des données vont orienter leur réflexion. Alors, les données, dans leur sens très large, c'est des informations en appui au raisonnement humain, donc c'est extrêmement large finalement. Elles peuvent être globales, locales, elles peuvent être formelles ou informelles, elles peuvent être qualitatives, quantitatives, elles peuvent être sociales aussi ou scientifiques. La science produit beaucoup de données. Et donc, il existe différentes typologies pour en rendre compte. Il y a une typologie que je vous présente ici, ce n'est pas forcément celle que je préfère, mais elle est utile à mes propos aujourd'hui. C'est celle de Prudhomme et Leclerc, qui a été adaptée de Stingins. Elle est faite pour l'éducation plus spécifiquement. Et dans cette typologie-là, on distingue des données primaires, secondaires et tertiaires. Et plus on va vers les données tertiaires, plus on est sur des données agrégées, standardisées à l'échelle d'un système scolaire. Au contraire, plus on est dans des données primaires, plus on est dans des données hétérogènes, notamment qualitatives, quantitatives, etc., à l'échelle de la salle de classe, en collecte continue, et avec comme principaux acteurs de la collecte de ces données les enseignants, ceux qui interviennent directement auprès finalement des élèves. Et donc, on a ces données primaires-là, qui sont davantage à l'échelle de la salle de classe, des données tertiaires qui sont donc agrégées, standardisées, et nous dit Prudhomme et Leclerc, principalement utilisées pour de la reddition de comptes. Ça, c'est des données de système, si on veut. Alors, les techniques computationnelles actuelles ont largement modifié les données et puis leur morphologie, notamment l'intelligence artificielle, notamment les données massives depuis le début des années 2000, là, ce qu'on appelle le big data, ont contribué à intensifier la production et l'usage des données dans les services publics, mais pas n'importe quelles données. C'est vraiment les données quantitatives numériques qui ont été ciblées principalement. Et elles se sont intensifiées en termes d'étendue, c'est-à-dire qu'on applique maintenant une datafication, une mise en données à de plus en plus de phénomènes sociaux. Alors dans le cadre de l'éducation, le risque de décrochage scolaire peut être quantifié par des algorithmes de prédiction du risque de décrochage scolaire. La qualité pédagogique, l'orientation scolaire, la personnalisation des apprentissages avec les logiciels d'apprentissage adaptatif, etc., etc. Il y a aussi une intensification des données en termes de portée explicative. Les données prennent une place de plus en plus centrale pour la prise de décision des administrateurs, des décideurs politiques. Et puis enfin, il y a une intensification en termes d'échelle également. On est capable maintenant de collecter vraiment des données standardisées à l'échelle d'un système scolaire au complet, voire à l'échelle internationale avec des organismes comme l'OCDE et PISA, par exemple, qui est capable de comparer différents pays. De sorte qu'à l'heure actuelle, les données puis le processus de mise en données est inséparable d'infrastructures de données qui sont dans le soubassement puis qui permettent de faire cette collecte de données, ce traitement des données, depuis vraiment la production de la donnée jusqu'à sa visualisation sur des tableaux de bord avec des histogrammes, etc. Alors, ça m'amène à vous parler un peu plus du concept d'infrastructure. Comme je disais, l'infrastructure n'est pas que technique. Mon approche est sociotechnique, donc l'infrastructure, elle consiste à faire tenir ensemble, c'est-à-dire à mettre en relation, à essayer de trouver de la cohérence entre des éléments qui n'en ont pas forcément au départ, puisqu'ils sont relativement éclectiques, hétérogènes. C'est des éléments techniques d'une part, sociaux et politiques également. Alors au niveau technique, on va retrouver tout ce qui est serveur, base de données, algorithmes, tableaux de bord qui font partie intégrante bien sûr de l'infrastructure. Mais l'infrastructure, ce n'est pas que ça. C'est aussi les pratiques et les relations entre les acteurs et les actrices professionnels, politiques, mais aussi des acteurs qui sont en montée en puissance présentement, les acteurs techniques qui s'occupent de la conception et aussi du maintien des infrastructures. Les acteurs techniques sont de plus en plus présents dans la gestion des systèmes scolaires présentement, précisément parce qu'ils sont au cœur des infrastructures, notamment dans leur volet technique. Et puis, il y a aussi des dimensions politiques. Une infrastructure demande généralement une certaine volonté politique, donc des projets, des financements, certaines finalités qui sont liées à ça, etc.
Donc une infrastructure, on voit que c'est tout ça à la fois, et c'est la mise en relation de tout ça qui fait tenir plus ou moins bien ensemble tous ces éléments. Alors l'infrastructure n'est pas que technique, mais elle n'est pas statique non plus. Certains auteurs soulignent ça en parlant d'un processus d'infrastructuration qui consiste à agréger des éléments qui sont apparus à différents moments dans le temps. Une infrastructure n'est jamais toute seule d'emblée comme ça. Elle vise vraiment à mettre en relation différents éléments qui sont apparus à différents moments dans le temps. Il y a donc tout un travail très laborieux d'interopérabilité dont on peut témoigner là, dès lors qu'il y a un bris, notamment dans l'infrastructure, dès lors qu'il y a une panne ou autre. Et puis plus une infrastructure de données est stabilisée, moins le processus d'infrastructuration en tant que tel est intense, mais plus par contre les choix qu'on souhaite effectuer dans cette infrastructure sont contraints par ceux qui ont déjà été effectués auparavant. C'est ce qu'on appelle une dépendance au sentier en sciences, technologies, sociétés. Et puis finalement, dans notre cas, pour ce qui nous intéresse, à savoir la régulation des services publics puis des professionnels des services publics, l'infrastructure vient matérialiser, concrétiser la régulation des services publics de façon multiscalaire. On est capable d'avoir un portrait à l'échelle d'un pays, certes, mais aussi à l'échelle d'une région, éventuellement à l'échelle d'un établissement, d'un groupe de professionnels ou même d'un individu en tant que tel. Donc on est vraiment capable de forer de manière multiscalaire grâce à l'infrastructure. Et donc en éducation, l'infrastructure permet vraiment, et peut-être pour la première fois de manière aussi efficace, d'accéder, de s'immiscer dans le cœur des pratiques pédagogiques et des pratiques d'apprentissage. Autrement dit, on avait tendance avant à dire qu'un enseignant, c'était un peu un roi dans son royaume, il fermait la porte, il avait bien sûr des obligations, des contraintes, etc. Mais quelque part, c'était un espace un peu protégé, un espace intime de la salle de classe. Et cet espace intime, il est de plus en plus maintenant immiscé par des infrastructures qui vont collecter des données à distance, donc sans pour autant y être, et qui vont intervenir sur ces pratiques pédagogiques par ailleurs. Donc, ils vont façonner finalement l'enseignement et l'apprentissage. Alors, ça m'amène à parler donc maintenant de l'infrastructure de régulation en termes d'accompagnement professionnel, puis c'est là que je vais devoir vraiment me focaliser sur les terrains que je connais, à savoir donc les terrains d'avantage scolaire, puis les enseignants. Alors, en éducation, la littérature fait émerger finalement deux finalités principales d'usage des données et donc deux types d'infrastructures de régulation. D'une part, l'usage des données à des fins d'imputabilité et puis l'usage des données à des fins d'amélioration continue. Puis ces deux finalités-là, en termes d'usage des données, ne sont pas incompatibles, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Par contre, elles sont assez vite en tension. Autrement dit, c'est difficile là, de gérer les deux. Alors, je vais commencer par présenter l'infrastructure de régulation par l'imputabilité. C'est celle qui a été le plus documentée, notamment dans ses travers, notamment dans ses limites, les limites qu'elle pose. Alors, comme je disais, l'imputabilité, c'est vraiment la finalité qui a prédominé dans l'usage des données et dans les politiques éducatives depuis notamment la nouvelle gestion publique. Plusieurs auteurs là, le disent. Et schématiquement, donc cette imputabilité, comment elle fonctionne? Grossièrement, il y a des acteurs décisionnels qui déterminent des indicateurs et qui ciblent des cibles quantitatives à partir de ces indicateurs-là. Ensuite, des acteurs exécutifs qui sont responsables de les atteindre avec les moyens de leur choix. Normalement, on dit que c'est pour qu'ils puissent prendre en compte la singularité de leur contexte, des ressources à disposition, etc. Des acteurs décisionnels ensuite qui évaluent l'atteinte des cibles par les acteurs exécutif au bout d'une certaine période qui est allouée, donc généralement par exemple l'année scolaire. Les résultats sont publicisés par transparence. Les acteurs exécutifs ensuite doivent rendre des comptes aux acteurs décisionnels et plus largement aux usagers, notamment en cas de sous-performance, puisque ce qu'on évalue, c'est vraiment la performance des professionnels. Et puis, cette reddition de comptes peut s'accompagner de conséquences, alors plus ou moins symboliques, par exemple réputationnelles, si on est en bas du classement, c'est qu'on a moins performé que les autres, ou matérielles, notamment financières. Et là, l'exemple le plus drastique, c'est sans doute No Child Left Behind aux États-Unis en 2001, qui a vraiment qui a mis en dépendance le financement des écoles à partir de ce genre de logique-là, d'une logique d'imputabilité, de même que la possibilité, l'affectation des postes, des directions, notamment d'écoles, était aussi organisée en fonction de cette imputabilité, etc.
Et finalement, donc, suite à cette reddition de comptes et puis aux conséquences, les acteurs décisionnels mettent en œuvre des interventions correctives ou de progression continue auprès des professionnels ou des établissements ou autres. Donc l'imputabilité, globalement, ça marche à peu près comme ça. Ce qui varie beaucoup, c'est ici les conséquences. Au Québec, par exemple, on n'a pas de conséquences tangibles. La conséquence est principalement réputationnelle. À date, il parle présentement d'aligner la rémunération des médecins sur leur performance. Donc là, on serait vraiment dans une conséquence beaucoup plus matérielle, mais du côté de l'éducation, il n'y a pas vraiment de conséquences à date et ça sauve pas mal la mise. Alors, comment marche l'infrastructure de régulation par l'imputabilité? Elle marche en deux volets. Il y a d'abord évaluer la performance des enseignants. Alors, on va principalement se focaliser sur des données institutionnelles, donc les fameux indicateurs finalement qu'on va choisir. Et c'est la collecte et le traitement de données quantitatives, donc sur des indicateurs de performance scolaire qui ne sont pas ceux des enseignants. C'est vraiment la performance finalement des élèves qu'on va regarder. Le taux d'absentéisme, le taux de sortie sans diplôme, le taux de diplomation, le résultat des élèves également à des épreuves standardisées, au niveau ministériel par exemple, les épreuves de fin d'année. Et puis ensuite, on va pouvoir comparer les résultats de performance des élèves par rapport aux cibles qui étaient définies, et puis par rapport aux autres également. Donc une région peut se comparer à toutes les autres, un établissement, un enseignant, etc. Et puis la deuxième... Oui. Ah oui, c'est toutes les données qui sont produites par l'institution, naturellement. En fait, je l'oppose ici à données scientifiques. Oui, les données scientifiques qui sont produites dans le cadre d'une démarche scientifique en tant que telle. Alors que les données institutionnelles, ça va être par exemple typiquement les résultats des élèves à des épreuves standardisées. C'est produit écologiquement, disons, par l'institution. Et puis ils le prennent et ils s'en servent pour des fins d'imputabilité. Alors, en conséquence de cette première évaluation, on va pouvoir accompagner les enseignants. Et là, on va plutôt donc aller vers des données scientifiques, justement, de type What Works, les pratiques efficaces, etc., qui donc, pratiques efficaces ou probantes, mais dans le sens très restreint du terme, c'est-à-dire qui favorisent un certain devis méthodologique. Et ici, on peut demander une auto-évaluation individuelle ou collective des enseignants et mettre en place des stratégies d'intervention. Par exemple, on va pouvoir dépêcher un conseiller pédagogique pour travailler avec tel enseignant ou tel groupe d'enseignants sur tel aspect parce qu'au niveau des résultats, ce n'était pas ça. Des communautés d'apprentissage professionnel également qui vont amener donc, les enseignants a priori à réfléchir sur leurs pratiques, etc. Ces stratégies d'intervention-là sont principalement initiées par les gestionnaires scolaires eux-mêmes, donc à partir des résultats qu'ils observent au niveau de l'évaluation. Alors, cette manière de procéder par l'imputabilité pose plusieurs enjeux. Je ne vais pas tous les détailler, j'en ai pris quelques-uns, et puis ils sont relativement synthétisés, mais c'est sûr qu'il y a d'abord des enjeux de disponibilité, de validité, de temporalité, d'impartialité, etc., des données institutionnelles qui sont utilisées. Par exemple, les données en termes de taux d'absentéisme, taux de diplomation, résultats des élèves sont relativement génériques. Finalement, elles disent peu de choses sur la situation locale. Et surtout, elles portent sur la performance des élèves, comme je l'ai dit, mais pas sur la performance des pratiques des enseignants. Donc, on détermine on fait comme si la performance des élèves était en relation unidirectionnelle avec les pratiques pédagogiques, ce qui est en soi un saut interprétatif important. Alors même qu'on sait que ces données relativement génériques, ce seraient des données tertiaires, que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est les moins adaptées pour amener les enseignants à réfléchir sur leurs pratiques précisément parce qu'elles sont très décontextualisées, standardisées, etc. En somme, on prend des données tertiaires, donc pour de la reddition de comptes, et on demande aux enseignants de s'appuyer dessus pour décrire leurs pratiques, alors même que ce qu'il faudrait, si on voulait faire ça, c'est des données davantage primaires. Donc il y a ici un saut interprétatif qui ne marche pas en termes de validité des données. Les données ne sont finalement pas très valables pour demander aux enseignants un travail réflexif.
Ensuite, il y a l'enjeu de l'identification des causes de sous-performance pédagogique ou de performance d'ailleurs tout court, dans la mesure où l'évaluation est bien trop décontextualisée, ici l'évaluation donc, de la performance des professionnels, pour identifier les causes de sous-performance. On voit simplement qu'il y a des sous-performances ou des performances, on n'en connaît pas les causes. Donc, à défaut de connaître les causes, c'est là qu'on va se rabattre sur des pratiques pédagogiques jugées efficaces, là encore par un saut interprétatif en se disant si l'enseignant a sous-performé, c'est sans doute parce qu'il n'utilise pas des pratiques efficaces, donc en lui donnant des pratiques efficaces, il devrait mieux performer. Okay? Mais en l'absence d'une cause, il se peut que les solutions finalement qui soient amenées ne soient pas du tout adaptées aux causes de sous-performance, qui peut-être d'ailleurs n'ont rien à voir avec la qualité pédagogique de l'enseignant. Donc il y a un décalage éventuel entre les causes et les solutions de la sous-performance. Il y a aussi un enjeu au niveau de l'auto-évaluation sous l'autorité du chiffre, parce que dans l'imputabilité externe performative, comme je viens de la décrire, c'est sûr qu'on part du principe que les données sont quantitatives et standardisées à l'échelle d'un système scolaire, donc elles sont relativement neutres et objectives, même si on sait que ce n'est pas le cas, et donc elles sont probantes, et on a tendance à mettre ce premier constat en vis-à-vis avec le jugement pédagogique, qualitatif et situé des enseignants qui seraient subjectifs et biaisés parce qu'ils seraient de connivence avec leurs élèves ou autres, et donc qui seraient moins probants. Autrement dit, la confiance professionnelle qu'on accordait jusque-là aux professionnels de l'enseignement peut éventuellement être détournée et accordée davantage aux données qu'aux professionnels de l'enseignement. Et dans ce sens-là, l'exercice de reddition de compte qu'on demande aux enseignants de faire à partir de ces données, c'est en fait une mise en incapacité des enseignants, ou en tout cas je la lis comme ça, dans la mesure où on leur demande de rendre des comptes de la qualité des pratiques pédagogiques, mais dans des termes autres que des termes pédagogiques. C'est des termes, comme dit Marois, qui sont technico-gestionnaires, dans lesquels on confisque aux enseignants le recours à du vocabulaire ou à des logiques pédagogiques qui fondent le sens de leur travail. Donc, il y a finalement une sorte de violence symbolique là qu'on pose aux enseignants, leur disant « rendez compte », mais rendez compte avec ce vocabulaire-là, alors même que ça n'a rien à voir avec ta pratique quotidienne. Et puis finalement, l'enjeu de comparaison de la performance des enseignants. Les tableaux de bord sont pivots là-dedans, et ils sont vraiment faits pour ça. Il y a des fois même des codes de couleurs, rouge, orange, vert, etc., pour vraiment montrer les écarts. Et donc, avec cette comparaison entre instances ou entre professionnels dans certains cas, il ne s'agit plus de bien enseigner à partir de critères qui définissent ce que sont les compétences, ce que sont les savoir-faire, etc. Mais il s'agit d'enseigner aussi bien, voire idéalement mieux que ses collègues, parce que c'est quand on enseigne moins bien finalement que le reste qu'on se trouve en cas de sous-performance. Donc on est dans une espèce de mesure de la performance qui n'a pas de fin, qui est toujours en jeu d'une année à une autre, dès lors qu'on commence un nouveau cycle d'imputabilité. Et cette pression à performer pédagogiquement peut mener à plusieurs effets délétères qui ont bien été documentés dans la littérature. Alors je vais passer assez rapidement, mais c'est là qu'on va retrouver en termes de pratiques pédagogiques une surfocalisation sur certains contenus d'apprentissage. Ceux qui sont évalués, ceux qui ne sont pas évalués par définition sont moins importants. Certains élèves, ceux qui sont juste en dessous de la moyenne, puis qui sont donc récupérables au niveau des indicateurs et des cibles. Et puis sur certains objectifs ou finalités, par exemple la performance versus l'équité, qui devient moins importante. En termes d'évaluation, on va trouver le bachotage, teach to the test, et puis éventuellement donc, du gaming des données, c'est-à-dire le fait de trafiquer un peu les données sans pour autant tricher, là, mais jouer avec les données pour qu'elles soient à notre avantage. Et puis en termes de sentiment de compétence, de climat scolaire, c'est sûr qu'il peut y avoir de la honte, du désengagement, de l'accusation mutuelle, de la défiance au sein des équipes écoles, etc. Je tiens à préciser quand je dis ça que c'est la littérature scientifique en général, pas celle du Québec, sur laquelle je m'appuie. Donc vous verrez avec l'étude de cas qu'au Québec, on n'est pas là, heureusement, quand même. En tout cas, en termes d'infrastructures de régulation par l'imputabilité, l'accompagnement professionnel qu'on demande aux enseignants, c'est principalement une mise en conformité. On va chercher principalement donc, les cas de sous-performance, souvent dans une vision déficitaire, et l'idée c'est de ramener l'enseignant finalement vers la moyenne. Donc c'est pas mal de la mise en conformité des enseignants. Alors, ça, c'est l'infrastructure de régulation par l'imputabilité que je mets en contraste avec l'infrastructure de régulation par l'amélioration continue. Comme je vous disais, elles ne sont pas forcément mutuellement exclusives, mais par contre, elles rentrent vite en tension. Alors, dans l'infrastructure de régulation par l'amélioration continue,
ce qui prédomine, c'est davantage les données primaires. Donc précisément, ces données-ci, c'est elles qu'on va aller collecter et qu'on va ensuite utiliser pour travailler. Et elles incluent une diversité de données, notamment des données qualitatives issues des enseignants. Ça peut être notamment des observations, même non systématiques, d'accord, des observations des élèves en salle de classe, etc. Ça peut rentrer dans le genre de données qui est admissible dans le cadre de l'amélioration continue. Et on est donc dans une toute autre infrastructure que l'infrastructure d'imputabilité, dans la mesure où on est davantage low-tech et small data, si on veut. On va rester dans une infrastructure très locale qui généralement se passe avec des fichiers Excel ou autres, mais quelque chose là qui est beaucoup plus bricolé, qui ne nécessite pas des techniques computationnelles avancées comme l'IA ou comme les données massives, et qui par là même vont permettre aux enseignants, aux équipes écoles d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis des acteurs techniques. Donc, ils vont être moins en dépendance avec les acteurs techniques que dans le cadre de l'imputabilité. Alors, dans le cadre d'une amélioration continue, ces données ne servent pas à évaluer donc, un résultat, finalement, ou une performance. Au contraire, elles sont plutôt a priori, utilisées a priori, c'est-à-dire qu'elles servent de matière première à une réflexion individuelle et collective. Autrement dit, elles servent à stimuler un questionnement, une problématisation, des pistes d'action, en étant focalisées non pas sur les pratiques des enseignants en tant que tels, mais vraiment sur les apprentissages des élèves, ou comment les élèves apprennent, où est-ce qu'ils réussissent, où est-ce qu'ils réussissent moins, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Okay? Donc tout est orienté vraiment vers les apprentissages des élèves. Il n'y a pas de limite temporelle précise, c'est vraiment vu comme des cycles assez continus. Et les types de dispositifs qui sont privilégiés, c'est les communautés d'apprentissage professionnels, qu'on avait déjà vu aussi comme moyen d'intervenir auprès des enseignants sous-performants. Et on voit là une ambiguïté au niveau de ce dispositif de communauté d'apprentissage professionnel qui peut avoir différents chapeaux ou qui peut être instrumentalisé de différentes manières. Et finalement, donc, l'accompagnement professionnel à partir d'une infrastructure d'amélioration continue vient davantage chercher la participation des enseignants. Il peut inclure de l'imputabilité, mais pas comme une finalité en soi. Ça va davantage être un moyen d'amélioration continue et qui va se passer, ou l'évaluation va se passer à partir d'une diversité de données, notamment des observations par la direction ou par des collègues, les rétroactions des élèves, etc. On n'est pas sur des données standardisées nécessairement. Alors, j'y vais avec l'illustration par une étude de cas. Qu'est-ce que ça donne finalement ces deux modèles d'infrastructure de régulation dans la pratique? C'est bien sûr en contexte québécois. Le contexte de la recherche, c'est que le ministère de l'Éducation du Québec élabore un plan stratégique sur plusieurs années. Donc le plan actuel, c'est 2023-2027. Ensuite, il impose à chaque région scolaire d'élaborer un plan d'engagement vers la réussite qui vont plus ou moins reprendre, mais avec une certaine marge de manœuvre, les indicateurs et les cibles du plan stratégique du ministère. Il impose également aux établissements d'élaborer un projet éducatif qui eux-mêmes vont reprendre, mais avec une certaine marge de manœuvre, les indicateurs et les cibles qui ont été élaborés par le ministère. Donc, les indicateurs et les cibles annuelles qui sont chiffrés, c'est par exemple la proportion d'élèves qui réussissent l'épreuve obligatoire de lecture en français, langue d'enseignement, 4e année du primaire. Donc, le ministère, dans son plan, va dire, pour cet indicateur-là, j'aimerais telle cible au bout de ma période du plan stratégique, ou le taux d'obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification 7 années après l'entrée au secondaire. Et c'est cet indicateur-là qui va nous intéresser dans l'étude de cas qu'on a menée. Alors, si je récapitule ici ce que je viens de dire, il y a un plan stratégique avec notamment donc, ce taux d'obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification en 7 ans après l'entrée au secondaire. Ça, c'est dans le plan stratégique. Si je prends l'exemple ici d'une région scolaire qui n'est pas celle que j'ai étudiée pour des questions d'anonymat, on voit que ici, donc, la valeur de départ est 84,1%, puis il veut se rendre à 86,8%. La question de l'établissement des cibles est très intéressante parce qu'on ne sait pas comment ils font pour établir des cibles. Pour savoir comment ça va augmenter, on ne sait pas vraiment, mais ils le font. Donc, et puis, ils obligent les autres à le faire aussi. Donc, une région scolaire, par exemple, dit il y a une valeur de départ au niveau national qui est de 84,1, mais moi, je ne suis pas là. Moi, je suis à 81,5, donc je sous-performe au niveau de cet indicateur-là avec mes élèves. Donc, je vais me donner un point d'arrivée qui est quand même moins élevé que ce que préconise le ministère. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une certaine marge de manœuvre des régions scolaires quand même pour adapter leur cible à leur réalité.
Et puis ensuite, ici, ces deux exemples au niveau des établissements de cette région scolaire-là. Et on voit une école, un établissement qui, lui, surperforme par rapport au ministère. Il est à 87, donc il se dit, ben, moi, dans cette période-là, je vais atteindre 90%. A priori, la population d'élèves marche bien. Et puis ici, au contraire, un établissement qui part, lui, de 70%, donc qui est largement en bas de la moyenne du ministère, de la valeur de départ, et qui ne donne pas de point d'arrivée, pour le coup. Je pense qu'il a été réaliste, et il s'est dit on va essayer de progresser sans pour autant cibler un point d'arrivée. Donc, il y a quand même une certaine marge de manœuvre dans la manière dont les régions scolaires et les écoles s'approprient ensuite les indicateurs et les cibles, surtout, de la part du MELS. Alors, avec ce point en tête, ce qu'on a observé, c'est une infrastructure qui s'appelle suivi de cohorte. Ici, ça a été développé donc, par une région scolaire autour de l'indicateur taux de diplomation qualification sur 7 ans après le début du secondaire. En somme, ce que permet cette infrastructure, c'est d'identifier les élèves qui n'ont pas encore diplômé ou qualifié après 5 ans, parce que ça veut dire qu'il leur reste 2 ans pour diplômer ou qualifier d'après l'indicateur, puisque l'indicateur est sur 7 ans. Et donc, une fois qu'ils ont identifié ces élèves qui n'ont pas encore diplômé, ils interviennent auprès d'eux pour tenter de les faire diplômer dans les 2 ans de manière à atteindre les cibles, finalement. Donc, l'infrastructure est pensée comme ça. On voit bien les différentes dimensions d'une infrastructure. Il y a d'abord la dimension technique, il y a des tableaux de bord, un tableau de bord général au niveau de la région scolaire, il y a ensuite des tableaux de bord par établissement qui sont d'ailleurs variables. Il y a des dimensions sociales, il y a des rencontres mensuelles qui se font au niveau de la région scolaire à propos de ça. Donc, ils reviennent sur les cibles, où ils en sont vis-à-vis de l'atteinte des cibles, etc. Ces rencontres mensuelles réunissent la direction générale qui contrôle donc la région scolaire et les directions d'établissement, donc qui ont elles-mêmes des cibles à atteindre. Et puis, au sein de chaque établissement, il y a un suivi de ce suivi de cohorte. L'identification des élèves à risque de ne pas diplômer en 7 ans. Donc, à partir de la 5e année, là, on commence à voir ceux qui n'ont pas diplômé. On intervient auprès d'eux et on actualise le tableau de bord en conséquence pour voir où on en est dans l'atteinte de la cible. Okay? Et là-dedans, il y a le soutien transversal des acteurs techniques à tous les niveaux, qui sont vraiment disponibles pour répondre à leurs questions, qui jouent beaucoup sur la littératie des données aussi. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette donnée? Qu'est-ce que je peux lui faire dire, etc. Et puis, il y a bien sûr des dimensions politiques évidentes, puisque tout ça, c'est contractualisé avec le ministère en amont. Alors, l'objectif de la recherche qu'on s'est donné, c'était de documenter le suivi de cohorte en tant qu'infrastructure de régulation, et puis de confronter et de raffiner nos hypothèses théoriques, parce que, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de littérature internationale, assez peu de travaux sur le cas du Québec spécifiquement. Donc, on avait quelques hypothèses en tête, mais qui étaient vraiment à affiner. Au niveau de la méthodologie, on a fait passer des entrevues semi-dirigées avec les personnes volontaires participant aux rencontres mensuelles du suivi de cohorte, donc personnel de direction, la direction générale, direction des établissements également, personnel professionnel comme les conseillères, conseillers d'orientation, agents de développement, conseillers pédagogiques également, les acteurs techniques, situés en dehors des établissements. Et le grand absent, c'est nos enseignants. D'accord? Là, on n'a pas pu aller les chercher sur cette enquête-ci. Par contre, les résultats que je vais vous présenter focalisent sur leur accompagnement professionnel, mais tel que décrit par ces acteurs-là. Okay? Et là-dedans, ceux qui dépareillent un peu, je vous dirais, c'est les personnels professionnels, parce qu'eux sont proches du terrain, proches des enseignants, et puis aussi certaines directions d'établissements qui sont anciennement enseignants également. Donc, c'est par là qu'on arrive le mieux, avec cette grosse limite, à accéder finalement à l'accompagnement professionnel des enseignants. Je peux passer là-dessus, si ce n'est pour vous dire donc, que l'analyse est en cours, donc c'est vraiment pas achevé, prenez-le à titre d'exemple. Alors, on va voir finalement que ce qui ressort de nos résultats à date, c'est que l'infrastructure de régulation, donc le suivi de cohorte, est finalement hybride. Il y a une finalité d'imputabilité évidente et qui est même très apparente au départ. Et derrière ça, pourtant, il y a quand même une finalité d'amélioration continue qui vient se greffer à ça, qui vient nuancer justement l'imputabilité de départ. La finalité d'imputabilité, on la voit, ou en tout cas nous, on l'interprète dans la rationalisation instrumentale des pratiques professionnelles.
Donc, il y a des professionnels de terrain qui nous disent on va parler maintenant beaucoup plus des moyennes de groupe parce que c'est un élément important au niveau de la modération, enfin des calculs que fait le ministère après coup. Okay, donc, on sent que ça pèse. Quand je dis à risque, parce qu'on lui demandait d'expliciter ce qu'elle voulait dire par élève à risque de ne pas diplômer, quand je dis à risque, c'est au niveau de la diplomation, donc c'est vraiment statistique. Je ne regarde pas l'aspect social, personnel de l'élève, j'ai des chiffres, je me base sur ces chiffres-là, puis les critères pour obtenir le diplôme, donc peu importe sa note, peu importe la situation de l'élève, est-ce qu'au mois de juillet, il va avoir son diplôme ou pas. Donc on sent une espèce de rationalisation finalement de l'intervention auprès des élèves ici. Pression sur responsabilisation qui ressortent aussi. Les directions vivent beaucoup de pression. Ils ont cette pression-là qui vient du centre de service, qui lui-même vient du ministère et les enseignants la ressentent aussi. Et puis une direction adjointe qui dit le discours est très qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire, alors qu'on est moins dans qu'est-ce que l'élève peut faire. C'est comme si on déresponsabilisait l'élève quand on mettait tout sur les enseignants et les directions. C'est pas de ma faute, c'est comme si c'était de ma faute si l'élève échoue. C'est sûr qu'on a notre part de responsabilité, mais en même temps, c'est comme si c'était de ma faute, de la faute du prof si l'élève arrive en retard. Donc ici, une surresponsabilité qui est liée à ce que je disais tout à l'heure, à savoir, on ne sait pas les causes, donc on imagine que les causes viennent des pratiques enseignantes uniquement, okay? Alors que ce n'est pas toujours le cas. Gaming des données, donc le fait de jouer avec des données, ce n'est pas de la triche, hein, c'est simplement de jouer avec des petites marges quand on les a. Donc quand on a des notes près du 59, 58, la moyenne de passage est 60, c'est sûr qu'il y a des discussions qui se font. Normalement, ce n'est pas permis, mais ça discute quand même parce que ça fait une différence au niveau du chiffre, de la cible. Il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup dans les premières années où on essayait de mettre en place une gestion axée sur les résultats. Il fallait choisir, cibler des élèves. Quand tu choisis, c'est qu'il y en a d'autres que tu ne choisis pas. Ça me faisait capoter de penser que les 59 et moins, on ne les ciblait pas. Donc on voit ici vraiment des choix qui sont faits à partir des données, de laisser certains élèves, d'aller faire passer certains élèves, etc. Et puis un clivage hiérarchique éventuel entre gestionnaire et enseignant. Une gestionnaire ici qui endosse clairement sa posture hiérarchique. Hein. Je suis flexible sur les moyens mais ferme sur les résultats. Il faut que ça roule. Et puis une professionnelle de terrain qui dit c'est des visions différentes aussi. Moi, je suis professionnel de terrain. C'est certain qu'on y va selon les besoins, les forces, les difficultés des élèves. Donc, on est dans l'intervention auprès des élèves. Ça ne veut pas dire qu'il va obtenir son diplôme en juillet 2025. Il pourrait l'obtenir un peu plus tard. Soi-disant, les gestionnaires, ce n'est pas tout à fait ça. Ils ont besoin d'atteindre une cible à un moment donné qui ne permet pas de reculer éventuellement l'échéance. Un résultat supplémentaire qui n'est pas lié à l'accompagnement des enseignants, mais que je mentionne quand même, c'est l'aspect compétition qui ne se décline pas tant entre les professionnels qu'entre les régions scolaires. Et c'est beaucoup lié au classement ministériel parce que le ministère fait un classement des régions scolaires en fonction justement des indicateurs. Là encore, je ne sais pas comment il en arrive à un seul classement parce qu'il y a plusieurs indicateurs, mais j'imagine qu'il fait une moyenne de tout ça. Quand on a mis ça en place, ça a pris 2 ans, puis on faisait le top 100 au Québec, incluant cette fois-là les écoles privées. On avait même on battait telle école qui était la 104e, nous on était 100e. Donc il y a beaucoup de références quand même à ça. Et dans les propos que je vous ai montrés, certains sont critiques, et notamment la personne qui disait moi, quand je décris les élèves à risque, je le fais de manière statistique. Elle le disait et pourtant c'était davantage une critique quasiment, en tout cas elle n'était pas partie prenante de ça, alors que dans cette citation-là, clairement, la gestionnaire est contente, elle est fière, ça crée de la fierté. Alors, je contraste ces premiers résultats-là qui sont donc liés à l'imputabilité avec cette fois-ci des finalités d'amélioration continue. Puis j'ai essayé de les mettre en lien, en fait de les contraster un peu, mais comme je vous disais, c'est un travail très préliminaire. On retrouve toutefois une sollicitation du jugement des enseignants par les gestionnaires et notamment les gestionnaires de proximité, donc les directions d'école, finalement, directions adjointes qui traitent avec les enseignants sur une base quotidienne. Eux ont tendance à solliciter le jugement des enseignants par expérience parce qu'elles ont essayé de le faire sans solliciter puis ça ne marche pas mieux au niveau des pratiques pédagogiques. Autrement dit, les enseignants ne coopèrent pas parce que ça ne fait pas de sens pour eux de parler de chiffres. Et il y a des très bons extraits là-dessus. Une personne qui nous dit « Moi, je ne dicte pas les constats ou la lecture de quelque chose. Moi, j'arrive et je présente. Voici les résultats qu'on observe depuis les 4 dernières années, les écarts qu'il y a. La question, c'est qu'est-ce qu'on comprend de ça? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut faire
Moi, mon rôle, c'est seulement d'amener des statistiques, parce que si j'insère ou je dicte mes constats, les gens ne vont pas embarquer. Je trouve que cette citation-là est encore plus explicite. Moi, c'est une direction d'école, ici. Moi, je ne veux pas t'imposer comment évaluer, je ne veux pas t'imposer comment enseigner, je veux qu'on se parle. On va se mettre en équipe. Vous êtes 3 profs de maths au secondaire, 4, puis il y a 10 élèves par classe qui échouent. Qu'est-ce qu'on a envie d'essayer ensemble? Consultez-vous. Selon vous, le prochain pas, ce serait lequel? On va l'essayer, on va regarder si ça marche. Si ça ne marche pas, on le laisse de côté. Si ça marche bien, on va le continuer jusqu'à ce qu'on fasse quelques pas dans la bonne direction. Okay? Donc, on sent ici qu'il y a une sollicitation de la dimension réflexive, finalement, des professionnels. Là, on va chercher leur expérience, leur capacité à réfléchir. On voit aussi des traces de concertation au sein des équipes écoles qui contrastent avec la compétition au niveau des régions scolaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend très bien dans les verbatims que chaque école, chaque direction d'école, sait très bien où elle se situe en termes de performance par rapport aux autres, mais ce n'est pas du tout là-dessus, c'est pas du tout ce qu'ils mettent en évidence et ce n'est pas du tout là-dessus qu'ils ont envie de jouer, encore moins au niveau de leurs enseignants et de leurs équipes écoles, c'est-à-dire de mettre en comparaison les professionnels dans leurs écoles. C'est quelque chose qu'ils ne font pas, même s'ils ont accès à l'information qui permet de le faire. Moi, j'accorde quand même peu de temps à tout ce qui est macro dans les chiffres. Ça ne mobilise pas toute l'équipe, mais c'est vraiment l'énergie déployée avec les petites équipes pour leurs élèves à eux. C'est ça qui va chercher les gens. Il y a même des directions d'école qui ne montrent pas les chiffres parce qu'elles disent « ça ne fait pas de sens pour mon équipe école, je l'ai essayé ». Et donc, c'est plutôt justement de travailler sur autre chose, ou en tout cas, elles présentent les choses différemment. Notre projet éducatif, on l'a fait avec toute l'équipe. Je ne l'ai pas fait toute seule dans mon bureau, donc tout le monde a pu embarquer. Donc c'est pour ça qu'ils s'y retrouveraient maintenant. Donc des tentatives là, ici d'implication des équipes écoles. On retrouve aussi une humanisation des données qui contraste un peu avec la rationalisation instrumentale des pratiques professionnelles. Ici, un technicien qui dit ça fait que moi, mon rôle a été de bien expliquer en profondeur l'indicateur jusqu'à l'être humain qu'il y a derrière les ressources, les élèves. Dans ce système-là, ils utilisent les données, mais ils vont toujours chercher finalement les élèves qu'il y a derrière la donnée. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et puis ici, une direction d'établissement qui dit si on parlait de résultats pour parler de résultats, puis qu'on parlait juste de la cible, ça ne marcherait pas. On peut identifier la prévision de réussite, certes, mais après, il faut ajouter à ça qui est la personne responsable de l'élève, qui est la personne qui s'occupe de ça. Donc une volonté de dépasser le chiffre pour aller relier ça à des humains derrière, disons. Et puis, une responsabilisation positive qui contraste un peu, là encore, avec la pression et la surresponsabilisation des enseignants. Une direction d'école qui dit, premièrement, ce que je dis aux enseignants en partant, c'est que je suis consciente qu'il y a des choses qui sont hors de notre portée. Et puis ici, une direction d'établissement, la même en fait, qui nous dit, j'accepterai qu'on n'atteigne pas une cible. La seule chose que je n'accepterai pas, c'est qu'on ne fasse pas de notre mieux pour faire réussir l'élève, mais juste avoir cette philosophie-là, ça aide. Donc, on peut même faire pire que l'année dernière. Je suis à l'aise avec ça tant qu'on fait de notre mieux. Okay? Donc là, clairement, les cibles deviennent un peu secondaires par rapport aux interventions. Arrivé là, on voit donc qu'on a une infrastructure, on a des traces d'infrastructure d'imputabilité, on a aussi des traces d'infrastructure d'amélioration continue davantage, qui va essayer d'impliquer donc l'équipe école, d'avoir un langage et des visées pédagogiques. Alors, comment est-ce qu'on explique finalement cette espèce de contraste? Les pistes qu'on a pour le moment, l'hypothèse explicative que je partage avec vous, mais qui restera à préciser, c'est que la logique d'imputabilité, l'infrastructure d'imputabilité vient en réponse aux prescriptions ministérielles. Le ministère oblige des indicateurs, oblige des cibles, oblige une reddition de comptes, et donc ils se prêtent au jeu. Et en l'occurrence, ils en font aussi leur grain, parce que c'est de la fierté pour eux, par exemple, d'être bien classés. Et donc ils en tirent aussi quelque chose. Pour autant, ils se sont vite aperçus, par essai-erreur, que cette logique d'imputabilité est non suffisante pour fédérer l'ensemble des acteurs scolaires et en premier lieu les enseignants qui, eux, n'ont pas de sens vis-à-vis de ça, puisque leur sens est plutôt pédagogique. Et donc, cette logique d'imputabilité ne suffit pas pour faire un sens commun à l'échelle de l'organisation, à l'échelle de la pédagogie également. Donc, ce n'est pas assez fédérateur. Et j'ai l'impression, pour cette question-là, qu'ils vont ajouter à cette logique d'imputabilité une logique d'amélioration continue qui, là, va permettre de faire embarquer les enseignants, vraiment, les équipes écoles, etc. Donc, c'est comme s'il y avait finalement deux logiques, l'une davantage en réponse au ministère et orientée vers le ministère, puis l'autre davantage pour les professionnels et puis les embarquer dans le changement. Et cette citation-là l'explique bien.
je cherchais à trouver l'équilibre entre ce qu'on me demandait, d'une part l'obligation de présenter les résultats, de parler des résultats, donc ça c'est plutôt imputabilité. Pour moi, ce n'était pas aussi important que de travailler avec les résultats pour changer les pratiques, pour faire réussir les élèves, donc là plutôt amélioration continue. Et on voit que la tension entre les deux était palpable au départ, et finalement, elle le met au passé. On imagine qu'actuellement, ils ont réussi à trouver une sorte d'hybridation, une infrastructure hybride qui permet de concilier un peu les deux autant que possible. Alors, en guise de conclusion, on voit finalement que l'infrastructure de régulation, dans ce cas-ci, mais sans doute dans d'autres cas aussi, peut être ambivalente. Il y a bien deux finalités qu'on peut distinguer. Une imputabilité qui se base sur des dispositifs globaux standardisés, qui utilisent surtout des données tertiaires. La conception des professionnels est relativement utilitariste. L'idée, c'est qu'ils contribuent à l'atteinte de la cible. Et la conception de l'accompagnement professionnel est davantage de la mise en conformité, alors que dans l'amélioration continue, on est plutôt sur des dispositifs locaux situés, organisés autour de données primaires. On va chercher la réflexivité des enseignants davantage et donc leur participation en termes d'accompagnement professionnel. Ces deux finalités-là, on voit qu'elles sont finalement archétypales dans la mesure où elles peuvent très bien être combinées, peut-être avec tension, là, ça absolument, mais elles peuvent quand même être combinées selon les milieux et les systèmes scolaires. Et puis, c'est ça, le cycle de conférence du RIFT demandait à quelles conditions la participation des publics peut avoir lieu. Dans ce cas-ci, je me disais que une des conditions principales, ce serait vraiment d'utiliser des données, mais a priori et non pas a posteriori, donc d'utiliser des données primaires pour susciter une réflexion de départ et non pas utiliser les données a priori pour évaluer une soi-disant performance pédagogique qu'on n'a même pas vue finalement. Et puis, une certaine ambivalence quand même de l'amélioration continue par les données, dans la mesure où on peut se demander, ce sera creusé dans le cadre de notre étude, si la participation des enseignants est bien une participation ou si c'est davantage de l'enrôlement, de l'incitation, etc. Et là-dessus, il y a certains dispositifs de formation qui posent question, qui pourraient être les deux, notamment les communautés d'apprentissage professionnel. Dans certains cas, d'après les propos des participants, c'est vraiment fait pour partir des données, réfléchir, quelle étape on veut faire, etc. Très bien. Dans d'autres cas, c'est vraiment utilisé pour exposer les enseignants aux données probantes, what works, etc., de manière à ce qu'ils fassent mieux. Donc, on va avoir tendance à dire qu'ils participent à des communautés d'apprentissage professionnel, qu'il y a une certaine activité des enseignants, mais peut-être que c'est instrumentalisé. Pareil pour l'auto-évaluation versus le contrôle. Souvent, on demande aux établissements, aux professionnels une auto-évaluation, mais qui peut éventuellement être récupérée pour justement évaluer la performance. Et dans ce cas-là, l'auto-évaluation est un peu tuée dans l'œuf parce que la finalité de contrôle prend le dessus. Donc, il y a une certaine instrumentalisation possible des dispositifs suivant la manière dont ils sont utilisés. Et puis, j'arrive à la fin, donc pour conclure, une citation qui vise à résumer, synthétiser un peu ma pensée à ce stade-ci, en citant Müller. Donc, tout ce qui peut être mesuré ne peut pas nécessairement être amélioré, en tout cas pas par la mesure. Et puis, moi, j'ajoute à cette citation-là, tout ce qui peut être amélioré ne peut pas nécessairement être mesuré. Donc, attention finalement à ce qu'on fait de la performance et de la mesure de la performance et de l'évaluation, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Simon pour cette présentation. Je parle dans le micro parce que comme ça reste dans l'enregistrement et les personnes qui veulent revoir pourront tout entendre et tout comprendre. C'était passionnant, moi ça me parle beaucoup. J'ai travaillé 7 ans pour la ville de Lausanne en tant que gestionnaire de subventions. C'était clairement la logique d'imputabilité qui s'appliquait et mon travail c'était d'essayer de mettre en place une logique plutôt d'amélioration continue avec les équipes, les associations, tout en gardant cette logique, cette exigence politique. Et la citation que tu as mentionnée m'ont fait penser à une citation d'Yves Clos qui disait « Essayez de mesurer l'amour qu'il y a dans un regard et on verra en quoi la mesure peut être vraiment utile ». C'est pas tout à fait ça, mais dans les grandes lignes, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut pas mesurer aussi. Il y a des choses en lien avec l'humain qui sont pas mesurables.
Donc, moi, je suis le gestionnaire du micro. Qui est-ce qui a envie de poser des questions, de faire un commentaire, une remarque, de réagir? Merci beaucoup, Simon, pour cet exposé ultra rapide, ultra dense. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Je me réjouis beaucoup de discuter de tout ça avec toi avec un peu plus de temps. Bon, moi, il me semble que... Enfin, je me pose la question de savoir... Et tu es très critique, évidemment, avec cette dimension ces questions de gestion par les chiffres. Et il me semble qu'il y a quand même comme une espèce d'erreur fondamentale d'attribution. Enfin, qu'est-ce que représentent ces chiffres? Et je me pose la question de savoir, est-ce que quelqu'un sait ce que signifient ces chiffres? Il me semble que voilà, c'est pris comme des espèces d'acquis, alors qu'on voit bien qu'il y a des dimensions extrêmement agrégées et que ça devient une espèce de preuve en soi, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils signifient. Et donc, une fois qu'on a considéré qu'ils étaient comme des espèces d'évidence naturalisées, eh bien, on fait comme si voilà, il fallait aller dans ce sens. Et tout ce que tu nous montres, voilà, on a bien l'impression que c'est cette attention, perspective que tous les acteurs, que tu, en tous les cas, avec lesquels tu as discuté, vont dans ce sens sans se poser du tout la question de savoir ce que représentent ces chiffres. Donc ça, il me semble qu'il y a quand même une erreur fondamentale d'attribution, au sens aussi des psychologues sociaux qui disent, mais l'erreur fondamentale d'attribution, c'est de ne plus considérer les dimensions, disons, contextuelles, sociétales, institutionnelles, etc. Et là, tu as bien montré aussi cette hypothèse de la causalité simple, pratique enseignante et résultats d'apprentissage. Alors, on sait bien que les processus d'apprentissage sont bien plus complets. C'est ça. Ça, c'est une première chose. Et puis, il me semblait, alors dans ta dernière slide, tu apportes des nuances, mais il me semblait que tu voulais montrer... J'essaie de t'attribuer des choses. Combien l'amélioration continue, voilà, la gestion, comment tu dis ça, enfin bref, par l'amélioration continue était voilà, un petit peu supérieure, intéressante, parce qu'elle va du côté de la réflexivité, de la participation. Et moi, dans les citations que tu montres, j'avais aussi l'impression que finalement le résultat était le même et que la dimension participative, réflexive, communauté de pratique, etc., était de l'ordre du manipulatoire. Qu'on dit, oui, allez, on s'embarque tous ensemble, on va essayer de réfléchir à nos propres pratiques, mais en fait, le résultat est toujours le même. Et quand un des acteurs avec lesquels tu as discuté dit « je suis à l'aise avec ça », voilà, si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas jusqu'au bout comme le gouvernement le souhaiterait, si on a fait de notre mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on a fait de notre mieux? On ne sait pas très bien ce que c'est. Mais on a vraiment l'impression que la logique est toujours la même, malgré des pratiques peut-être un petit peu différentes. Donc la dernière colonne que tu montres, je serais peut-être un petit peu plus nuancée. Il me semble que la participation, elle vient comme un moyen, mais que la conclusion est toujours la même et elle est toujours orientée dans cette logique néolibérale qui nous détruit. C'est bien dit. Pour répondre à ta première question, oui, c'est la force de la du processus de mise en données qu'à la fin de donner un résultat qui paraît objectif, qu'on ne questionne plus comme une évidence, à se dire que les chiffres finalement documentent la réalité. C'est une illusion métrologique là, qui fait qu'on ne se questionne plus. Alors ce que ça montre aussi, c'est un manque de littératie des données de la part des acteurs scolaires qui, vraiment au niveau du Québec, en tout cas on les met là-dedans, je veux dire sans plus de questionnement. Là, ils doivent faire des projets éducatifs, etc. Là, ils commencent petit à petit à se donner des méthodes, mais ils vont encore, c'est quasiment de la potion magique ou de la grande sorcellerie. Là, ils essayent des choses avec les chiffres, ils ne savent pas trop comment. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est une donnée que je n'ai pas montrée, mais ils ne savent pas trop comment sont établies les cibles. Les gestionnaires attribuent ça, donnent différentes explications sur l'attribution des cibles, c'est même pas clair. Or, à partir du moment où tes cibles sont même pas attribuées de manière claire, ça pose la question sur la validité du processus d'ensemble. Donc, ici, il y a vraiment des limites évidentes. Et puis,
l'autre point de distorsion, c'est que leur point de référence, c'est finalement l'entreprise. Alors, quelqu'un qui vend des polices d'assurance, il peut se dire, j'aimerais en vendre 200 ce mois-ci, et puis je vais voir, mais en éducation, on ne produit pas des boîtes. Donc, ça, ce transfert-là du monde de l'entreprise avec des biens, des services, jusqu'au service à l'élève, vraiment à l'intervention pédagogique après avec les élèves, il est très peu discuté. Ou bien ils vont prendre aussi comme référence absolue la médecine. Mais là encore, la médecine a ses spécificités, l'éducation aussi, en termes de développement. Donc, il y a beaucoup d'impensés. Il y a beaucoup d'impensés qui fait qu'effectivement, il y a des trous interprétatifs, là, complets, qui sont des espèces de boîtes noires qu'on ne questionne pas, mais en même temps qui sont prescrits politiquement. Donc, ce que certains gestionnaires me disent, peut-être que c'est les plus lucides, c'est, si je ne voulais pas être là, il fallait que je débarque. Donc, ils font avec aussi. Ils font avec. Pour ta deuxième intervention, je la trouve bonne. On est nous-mêmes en train d'essayer de voir cette relation entre imputabilité et amélioration continue. Notre plaisir, ça a été de voir qu'il y avait en tout cas pas que de l'imputabilité pure et dure. Et en même temps, on n'en doutait pas parce qu'on a choisi d'étudier cette infrastructure parce qu'il y avait plus que de l'imputabilité pure et dure. Mais la relation entre les deux reste effectivement à établir. C'est sûr que tout ça est contextualisé dans les théories du changement, qui nous viennent encore pas mal de théories du changement organisationnel. Les directions d'école, les directions de régions scolaires vont dans cette optique-là et c'est un peu tout ce qui organise effectivement leurs actions. Donc je ne serais pas en désaccord avec toi pour dire que l'amélioration continue, là-dedans, c'est un moyen d'aller chercher des enseignants parce qu'ils l'ont dit d'ailleurs par expérience, ils ont essayé de les faire parler des chiffres, puis que ça n'a pas marché, donc ils prennent finalement un autre détour. Et puis, beaucoup, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ils ont développé aussi, puis ça, je l'ai pas documenté ici, mais toute une rhétorique ce qu'on appelle une rhétorique de la rassurance auprès des enseignants, parce que les enseignants, a priori, voient les chiffres et disent justement, c'est pour nous évaluer, c'est pour contrôler, ça n'a rien à voir avec la pédagogie, ça rend même pas service aux élèves. Et donc, les gestionnaires ont développé vraiment toute une rhétorique de la rassurance pour nous dire comment est-ce qu'ils abordent ça avec les enseignants. Alors, des fois, c'est de ne pas aborder du tout les chiffres. Des fois, c'est de les aborder, mais de dire, c'est pas toi, c'est justement les élèves. Et de ce point de vue-là, ce qu'ils ont tendance à faire, ça pourrait être vu comme une manipulation un peu, c'est de remettre ça justement sur l'apprentissage des élèves, pas tes pratiques à toi. Ce n'est pas tes pratiques qu'on regarde, c'est vraiment l'apprentissage des élèves. Personne ne peut être contre ça. Donc, il y a toute une rhétorique comme ça qui est développée, qui vise vraiment à les faire embarquer. La finalité, c'est quand même... la finalité, c'est celle qui est politique. Okay? Et in fine, il faut atteindre les cibles. Mais ils ménagent là-dedans des marges parce qu'ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas arriver comme ça avec les enseignants. Maintenant, ce qui manque vraiment pour trancher là-dessus, c'est la parole des enseignants. Parce que je pense, de ce que je comprends, il y a vraiment des équipes écoles dans lesquelles il y a une dynamique, mais qui n'est peut-être pas due d'ailleurs à ça peut être dû à d'autres choses aussi, mais qui sont vraiment à travailler autour des données, puis à réfléchir, puis à faire un peu mieux, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent, mais comme je n'ai pas le pouls des enseignants, je suis un peu coincé là. C'est-à-dire que c'était une première étape de collaboration qui s'est un peu invitée comme ça, donc on l'a saisie vite, mais on y allait vraiment avec eux puis leurs connaissances. Mais par contre, c'est pas anodin que toute cette infrastructure-là soit principalement pilotée par des gestionnaires scolaires et les rencontres mensuelles au niveau de la région scolaire, il n'y a pas d'enseignants. Et puis au niveau des écoles, c'est là que ça va varier et c'est là que j'aurais bien aimé creuser un peu. Merci beaucoup. Très grand merci pour cet exposé, en particulier pour cette analyse de cette tension, complémentarité, articulation, etc., entre ces deux logiques qui apparaissent bien clairement, imputabilité et amélioration continue. Alors, en vous écoutant, il m'a quand même manqué quelque chose dans l'analyse. On voit bien la façon, il y a cette centration sur les acteurs, mais il m'a manqué un peu plus d'informations sur l'infrastructure elle-même, comment elle est construite, quels sont les indicateurs qui y sont, etc. Bon, alors je n'ai aucune expérience et aucune expertise dans tout ce qui est pilotage de l'enseignement par les données. Il se fait que j'ai un bagage en gestion aussi, donc j'ai été assez bien familiarisée avec tout ce qui est tableau de bord en sciences de gestion, en tout cas dans la façon dont on l'enseigne.
Bon, les pratiques, la mise en pratique et l'usage que les acteurs en font, c'est encore autre chose. Et notamment, quand on enseigne ce type de pratiques en sciences de gestion, on insiste quand même constamment sur plusieurs messages clés du style la performance est un construit complexe et multidimensionnel. Oui. Donc ici, j'ai entendu quand même le mot performance glisser. J'ai entendu performance des enseignants, performance des écoles, performance des élèves, performance pédagogique. Oui. On pourrait même deviner derrière performance des politiques publiques, etc. Donc ces glissements dans le concept même de performance m'ont parfois un peu perturbé dans l'exposé, parce qu'il y a dans ces glissements aussi des inférences qui sont faites, en disant est-ce que vraiment, enfin, donc deuxième chose importante aussi, c'est l'idée que dans les tableaux de bord de gestion, on n'intègre pas que des indicateurs de résultats, mais on intègre aussi en général des indicateurs de contexte, justement. C'est clair que selon, le niveau, si je prends par exemple typiquement dans les opérations commerciales, le niveau de revenu de la région où on opère a même dans la vente de polices d'assurance, ces indicateurs-là sont pris en compte, mais aussi des indicateurs de moyens. Donc par exemple, obtenir une belle performance ici en sélectionnant à l'entrée les élèves les meilleurs, ce type d'indicateur de moyens, sélectivité à l'entrée, etc., est aussi intégré dans l'analyse qu'on fait des résultats, mais aussi des processus qui permettent de piloter par qui permettent de conduire à ces différentes dimensions de la performance. Et alors, une troisième dimension qui m'intéressait, c'est ça. En fait, on va aussi souvent vers des logiques de cascade. Ici, je trouvais que le tableau, avec les trois types de données, des données les plus primaires jusqu'aux données les plus, était extrêmement parlant. Et on va souvent vers des tableaux de bord qui sont en cascade, dans le sens où on examine non seulement différents types de données, mais l'idée de base, c'est de les mettre en lien les unes avec les autres. Donc, par exemple, en travaillant à des échelles différentes. Donc, je serais aussi intéressée de voir finalement quelles sont les perceptions, préconisations des acteurs et pratiques des acteurs à différents niveaux, dans la façon dont ils envisagent ou pas, et dont ils conçoivent cette articulation entre des données plus primaires, locales, construites, situées, etc., et des données plus abstraites, forcément, qui sont des approximations moyennisantes, on va dire, des données locales. Parfait, merci beaucoup. Je vais répondre au mieux. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui, dans l'étude de cas qui est là avec cette infrastructure, ne s'appliquent pas par rapport au monde de la gestion, je pense. Par exemple, on est dans une région scolaire publique, donc il n'y a pas de sélection par définition des élèves à l'entrée ou de ces mécanismes-là. Donc, les indicateurs de moyens, je ne suis pas sûr, par exemple, qu'ils soient présents. Les indicateurs de contexte dans le projet éducatif des écoles, dans le projet de la région scolaire en tant que telle, sont présents et de nature qualitative. On demande des informations sur la région, le nombre d'élèves, le niveau de défavorisation, etc. etc. Ça, ils le documentent un peu, puis ça permet notamment de cibler un peu les ressources, les forces, les vulnérabilités aussi, comme ils le disent. Mais ce qui reste dans l'infrastructure et ce qui est discuté dans les rencontres mensuelles, etc., c'est vraiment les chiffres et les cibles. Et en fait, il y a un indicateur qui est pris particulièrement dans cette infrastructure-là, c'est le taux de diplomation au bout de 7 ans. Et donc, toute l'infrastructure est organisée vraiment autour de cet indicateur-là. Et in fine, ce que garde le ministère à la fin de chaque année, c'est un classement quantitatif des régions scolaires en fonction de ces indicateurs-là. Et là, les ressources n'apparaissent plus, les indicateurs de contexte n'apparaissent plus, etc. Là aussi, on homogénéise, on moyennise, disons, on fait fi de tout ça. Donc, je pense que c'est des choses qu'on demande dans les projets, qui aident un peu à la définition, je pense, des cibles. Et c'est ce qui permet, par exemple, peut-être à certaines écoles de dire, nous, on va adopter telle cible, de manière approximative quand même. Mais par contre, c'est peu récupéré dans la suite du processus. Et
pour le glissement de la performance et puis de la manière de l'utiliser, vous avez absolument raison et je pense que ça reflète aussi le milieu scolaire qui lui-même utilise la performance de bien des manières, qui ne va pas parler d'imputabilité par contre parce que ça ferait trop peur, notamment aux enseignants, mais qui par contre va utiliser l'efficacité, la performance, etc. d'un peu de manière synonymique. Ouais. Vous avez bien raison. Puis pour ce qui est donc de l'infrastructure en tant que telle, le tableau de bord, alors il y a un tableau de bord mère, comme ils l'appellent, par an, donc qui est au niveau de la région scolaire, qui est organisé seulement autour de cet indicateur de taux de diplomation. Donc, il cible vraiment les élèves qui ont diplômé déjà au bout de 5 ans, donc comme le cheminement normal le prévoit, puis ceux-là sont en vert. Et puis ensuite, il y a des couleurs jaunes, des couleurs rouges pour les élèves qui, a priori, rouges, ceux qui ne vont sans doute pas diplômer au bout des 2 années qu'il leur reste pour diplômer, puis les jaunes, ceux qu'on peut récupérer. Donc, toute l'infrastructure est organisée autour de ça au niveau de la région scolaire. Et puis au niveau de chaque établissement, pas mal de bricolage. Donc, il y a un établissement qui est particulièrement content parce qu'il a eu à peu près l'équivalent de manière semi-automatisée. Donc, ça va très bien leur affaire. Ils peuvent s'y repérer très facilement. Dans les autres établissements, ça peut être très broche à foin. Même utiliser d'autres outils du ministère pour essayer de le mettre en vis-à-vis du tableau de bord Excel qu'ils ont développé. Puis là, essayer de faire différents rapprochements pour identifier les élèves. Bref, il y a vraiment toute une hétérogénéité. Et donc là, on reconnaît bien le côté infrastructure dans le sens mise en relation de différents éléments, mais qui va être plus ou moins fluide et puis qui va demander aussi beaucoup de travail aux acteurs locaux dans l'école pour vraiment arriver à collecter des données, à actualiser, etc. Là, c'est beaucoup de labeur numérique, comme on l'appelle habituellement. Ouais. Et donc, toute l'infrastructure est pensée vraiment autour de cet indicateur-là uniquement. Moi, j'avais une question pour revenir au point de départ de ta présentation, parce que tu as évoqué ce mouvement, cette critique des services publics dans les années 70, qui était un peu critiquée sur le certain conservationnisme, donc qui ont de la peine à changer, à évoluer, à appliquer de nouvelles politiques publiques, à atteindre de nouveaux résultats. Et donc, ce que j'ai lu de ta présentation, c'est le New Public Management qui est un peu arrivé dans les années 90, qui est finalement cette logique d'évaluation, d'accompagnement, etc., s'inscrit, il me semble, dans ce mouvement de gestion des services publics. Et j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ce type, puisque l'idée initiale, c'était ça, c'est de dire, on va mettre en place de nouveaux moyens, de nouveaux instruments pour essayer de faire bouger un peu plus les écoles. Voilà, en gros, pour amener plus d'innovation, plus de changements. Quel regard tu portes sur tout ça? Est-ce que, à ton avis, c'est quelque chose qui fonctionne pas du tout? On se retrouve quand même dans la situation des années 70 où l'école, les établissements bougent très peu. Donc, est-ce que ça soutient le changement et l'innovation? Ce que disent plusieurs chercheurs, ça dépend en fait. Il y a vraiment de quand il y a les théories du changement organisationnel qui vont et qui ne sont pas d'ailleurs dans de l'imputabilité juste performative, qui vont aussi éventuellement dans certains modèles vraiment être dans des bonnes intentions d'implication des acteurs, de concertation, etc. Et puis ensuite, il y a les analystes des politiques éducatives qui, eux, sont plus critiques vis-à-vis de ça. Mais plusieurs auteurs, plusieurs recherches aussi, notamment sur le No Child Left Behind, aussi qui a été fait aux États-Unis dans les années 2000, arrivent à des résultats non concluants de la nouvelle gestion publique en éducation. Je parle. Donc, finalement, il y a non concluant dans le sens, il y a des améliorations dans certains endroits, il y a beaucoup de non-améliorations, il y a des fois aussi des effets délétères qui s'ajoutent. Donc, finalement, difficile là, de dire que ça marche, par exemple. Je pense que pour que ça marche, il y a un aspect quand même très local, très, très contextuel, qui dépend de la manière dont les acteurs vont s'approprier ces éléments-là, puis vont pouvoir les adapter, les transformer, faire sens aussi ou pas de ces éléments-là. Donc, c'est en rien quelque chose qui marche d'emblée automatiquement, je pense.
Ce qui veut dire, si j'interprète bien, que ce n'est pas tellement les outils et les instruments qui sont importants, c'est l'intelligence des acteurs qui les mobilisent et la manière dont ils les mobilisent qui fait la différence. C'est toute cette infrastructure-là, puis les relations qui se tissent au sein de cette infrastructure, les finalités. Toute l'équipe là, est quand même forte sur les théories du changement dans cette région scolaire. Alors ça joue quand même dans la manière dont ils perçoivent le changement, dont ils essaient de l'implanter ou de le diffuser au sein de l'organisation, etc. Parce qu'ils ont fait une maîtrise, un doctorat auprès de l'ENAP, qui est l'École nationale d'administration publique. Donc, il y a aussi tout ça qui vient avec. Mais par contre, qui est très hétérogène et très inégalement distribué au sein du système scolaire. Ce que je vous ai présenté là, c'est une région scolaire qui a beaucoup augmenté dans le classement. D'accord, donc ils sont très fiers parce qu'ils sont maintenant 3e, ils sont plus 100e, etc. Là. Donc c'est une région qui a priori là, a bien compris les règles du jeu, puis joue avec, et puis en même temps, c'est ça, j'ai pas la parole des enseignants pour vous dire ce qu'en pensent les enseignants, et là-dessus je suis un peu frustré, mais je sais pas dans quelle mesure les enseignants accrochent ou pas, embarquent ou pas. Et ce que je sais par contre dans leurs propos, c'est que ça varie d'enseignant en enseignant, mais ça dépend aussi du style de leadership, de direction d'école et d'un paquet d'autres choses, mais c'est aussi effectivement beaucoup d'affaires humaines là-dedans. J'imagine qu'il y a des soutiens financiers aussi justement pour soutenir les enseignants qui sont un petit peu en difficulté, qui sont considérés comme étant en difficulté. Je pense qu'il y a toute une... C'est plus des ressources du service éducatif qui vont être données, donc justement conseils pédagogiques, organisation de communautés professionnelles d'apprentissage. C'est des moyens comme ça qui vont être déployés, mais de financement en tant que tel, pas trop, et encore moins maintenant qu'on est en période d'austérité. Donc non, ils doivent être créatifs avec peu quand même. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé extrêmement éclairante et c'est aussi rassurant de voir qu'il y a des alternatives au pilotage par les chiffres et puis par l'imputabilité. Moi, j'ai découvert plein de choses que je connaissais absolument pas du tout. C'est pas mon domaine. J'avais un peu une curiosité. Il me semble qu'une thématique qui était assez implicite dans votre discours, mais qu'on n'a jamais encore thématisé explicitement aujourd'hui, c'est la question du comparatisme ou la question d'établir la mesure de la qualité ou de l'amélioration de manière relative à d'autres entités. Donc, c'est comparer des établissements les uns les autres, comparer des régions les unes les autres, comparer des pays les uns les autres. Il me semble que cette pratique sociale et politique de la comparaison, elle est un élément nodal quand même dans la réflexion sur les modèles. Et donc, on comprend bien, c'est en tout cas l'hypothèse que je pourrais formuler, que la prégnance du modèle de l'imputabilité est aussi s'explique par cette tendance ou ce besoin de comparer les entités. Et donc, on est toujours en train de classer dans les résultats, est-ce qu'on est 100e ou 104e, est-ce qu'on est 3e, est-ce qu'on est meilleur maintenant qu'on l'était il y a 5 ans. Donc, on voit que cette pratique de la comparaison, elle est nodale dans le champ. Et ma question, c'était... qu'est-ce que les modèles alternatifs de l'amélioration continue peuvent apporter au fait, à ce besoin de comparatisme, puisque si j'ai bien compris, cette question de l'amélioration des processus, elle est éminemment contextualisée, elle est située, elle est produite par des acteurs locaux. Et du coup, est-ce qu'elle implique, est-ce que son développement implique de faire table rase de la question de la comparaison? Ou est-ce qu'il existe des modèles d'amélioration continue qui arrivent à tenir au fait la question d'amélioration, mais aussi la question du comparatisme, parce que cette question-là, à mon sens, dans le pilotage des systèmes, elle est extrêmement centrale. Donc voilà, ça m'a intéressé d'avoir un peu votre regard à la fois théorique et empirique sur comment est-ce que vous voyez la question du comparatisme dans le champ. Et puis, y compris par rapport aux théories critiques que vous convoquez et que je trouve extrêmement intéressantes. Comment est-ce que ces théories se positionnent sur la question du comparatisme dans le champ? Parfait. Merci. C'est ça, en fait, il y a vraiment deux types de comparaisons qui sont effectuées dans l'imputabilité ou dans la finalité d'imputabilité.
Officiellement, on est sur l'atteinte de cible. Donc, normalement, c'est de soi à soi vis-à-vis d'une cible. Est-ce que j'arrive à atteindre la cible que je me suis donnée, etc. Pour autant, il y a toujours une deuxième évaluation qui se fait vis-à-vis de la performance vis-à-vis des autres. Donc là, on est vraiment dans la comparaison vis-à-vis des autres. Et au Québec, par exemple, in fine, ce qui ressort de tout ça, c'est pas tant... ce que le ministère, disons, retient de tout ça, c'est pas tant est-ce qu'une école a atteint sa cible, on peut le savoir, oui, mais ce qui retient, c'est un classement dans lequel on a vraiment la performance classée de chaque région scolaire par rapport aux autres. Donc, j'ai l'impression que c'est cette performance-là qui est faite, et dans ce sens-là, donner des cibles, c'est quasiment pour encourager ou pour pressuriser, mais ce qui compte, in fine, c'est pas mal la performance par rapport aux autres, dans l'idée, justement, d'aller chercher les sous-performants et puis de pouvoir leur donner une trajectoire corrective, disons. Donc, effectivement, la question de la comparaison se fait beaucoup entre les autres et pas tant vis-à-vis de la cible, alors même que la cible est normalement ce autour de quoi l'infrastructure s'articule. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'amélioration continue, l'amélioration continue peut inclure une comparaison, mais c'est une comparaison qui est vraiment locale, donc qui, par définition, n'est pas exportable. Et donc, c'est une comparaison de soi d'une année à une autre. Est-ce qu'on a fait mieux, par exemple? Et est-ce qu'on a fait mieux peut se définir avec des chiffres, notamment les résultats des élèves, etc., mais aussi vraiment avec le jugement professionnel des enseignants vis-à-vis de leurs élèves. Est-ce que ça soutient mieux? Est-ce qu'ils apprennent mieux, etc. Donc, par contre, on ne parle pas ici de la comparaison qui est celle de l'imputabilité. Et dans ce sens-là, on peut se demander... Oui, merci. Au revoir. On ne parle pas du tout ici, enfin, ce n'est pas une comparaison qui est valable au niveau de l'imputabilité. Somme toute parce que ce n'est pas les mêmes types de comparaisons qui sont faites. Après, dans les exercices d'auto-évaluation, dans certains systèmes, comme notamment le Royaume-Uni, l'Irlande, on demande aux établissements maintenant de s'auto-évaluer précisément pour essayer de mettre un petit peu de réflexivité dans quelque chose qui sinon est très performatif. Mais là encore, tant que la finalité, in fine, est celle de l'imputabilité, ça a tendance à garrotter toute auto-réflexion sur ces pratiques qui pourraient très bien sinon servir dans des optiques d'amélioration continue. Et puis au niveau critique, c'est sûr que si on fait une critique de la validité, par exemple, des données, vient avec la critique de la validité de comparer des données différentes, sachant que les données sont déjà une réduction d'un phénomène social qui lui est contextualisé. Dès lors qu'on est en éducation, on est dans des phénomènes qui sont extrêmement relationnels également, parce que la relation pédagogique. Et donc, il y a déjà une réduction de la part du chiffre, donc de mettre ça en plus en comparaison avec d'autres relations dans d'autres endroits qui ne se ressemblent pas, on en voit vite les limites, on est vite critique de ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Merci. C'est intéressant de vous entendre quand vous parlez effectivement de l'amélioration continue avec un principe qui serait plutôt un principe d'auto-référencement. Mais dans la phrase qui suit, on dit tout de suite comment je fais mieux l'année d'après. Or, la question qui peut se poser, c'est la question de la consolidation et pas que de l'amélioration vers le mieux. C'est comment je peux faire aussi bien que l'année précédente pour atteindre le même score. C'est un peu toute cette logique qu'on pourrait appeler bas seuil, et surtout dans des endroits assez précarisés ou assez péjorés. Dans d'autres univers, on a effectivement des approches dites de consolidation pour maintenir le résultat aussi bas qu'il soit, mais dans une logique effectivement de solidification des pratiques, parce qu'elles sont très fragiles, d'une certaine manière. Et puis je voulais juste vous entendre, parce que vous avez parlé un moment, si j'ai bien compris, de littératie numérique ou des données numériques de l'école. Quel est votre regard sur le fait que quand même l'école est en général assez programmatique, même si on est d'accord qu'il y a des phénomènes pédagogiques interactionnistes, et que par ailleurs, elle joue beaucoup avec les notes, les barèmes, elle chiffre. Donc elle a un rapport aux données quand même. Mais et on sort d'une journée de formation ici, Suisse romande, pour la formation des directions d'établissement. Voilà. On a un peu l'impression que alors c'est pas pour défendre le New Public Management, mais si on fait rien, il n'y a pas de gestion des données dans les écoles. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'auto-génération. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, c'est un univers qui est programmatique et truffé de données. C'est ça. Quel est votre regard un peu sur, j'allais dire presque ce paradoxe un petit peu d'un écosystème qui joue avec ça puis qui n'aime pas jouer avec ça? Enfin voilà. Ouais. Merci.
Vous avez bien raison de parler effectivement, enfin j'ai dit effectivement comment je peux faire mieux par la suite. Ça inclut ou ça peut inclure sans trop d'incohérence la consolidation, dans la mesure où il n'y a pas d'ailleurs de limite temporelle très établie. Donc ça va être des cycles pour l'amélioration continue, là où on détermine un peu nous-mêmes la cadence. À partir de là, on va voir ce qui marche, ce qui peut ne pas marcher. Et puis à partir de là, essayer d'autres options, etc. Donc consolider ce qui marche, ça peut tout à fait rentrer dans cette démarche-là qui va pas à pas finalement. Qui est, pour le coup, qui s'essaye et puis qui chemine à partir de ça. Pour ce qui est des données, oui, c'est vrai, l'école a toujours généré des données. L'État, depuis longtemps d'ailleurs, pour gouverner aussi, utilise des données. Et puis, la documentation en tant que telle ne me pose pas de problème. La documentation par les données, je la trouve utile. Moi, je trouve qu'on est toujours mieux quand on est mieux documenté que moins documenté. C'est après surtout le rôle qu'on leur donne à ces données. Et puis, quel rôle pour quel type de données. Et souvent, on n'a pas la réflexion d'avoir quel type de données est propice à quelle finalité ou à quel rôle ou quel mandat. On va utiliser principalement parce que c'est plus simple des données donc tertiaires davantage pour à peu près tout, même des choses qui s'y prêtent mal comme la qualité pédagogique, la qualité de l'apprentissage, etc. Donc c'est là qu'il y a vraiment une réflexion qui pourrait être faite. En même temps, on se rabat sur les données tertiaires parce que c'est aussi elles qui sont privilégiées par des organismes comme l'OCDE avec PISA, etc. Donc c'est beaucoup ce genre de données.